Le record humain de vitesse de course est d'environ 37 km/h. Mais qu'en est-il pour le patinage? Le record de patinage est supérieur à 50 km/h car glisser sur la glace augmente la vitesse. Mais pourquoi glisse-t-on si bien sur la glace? Qu'est-ce qui la rend si glissante? En fait, la glace solide en elle-même n'est pas glissante. C'est sur un film liquide d'eau sur sa surface que les patineurs glissent. Mais quelle est l'origine exacte du film liquide à la surface de la glace? Deux explications se posent. Une fonte due à la pression et une fonte due au frottement. Les partisans de la pression affirment que c'est la pression de la lame du patin sur la glace qui fait fondre la glace. Mais attendez une minute, si l'on frotte deux solides l'un contre l'autre, même une lame de patin sur la glace, les frottements produisent de la chaleur. Cela ne pourrait pas être, elle aussi, l'origine d'une légère fonte à la surface de la glace? Oui, frotter deux solides l'un contre l'autre, même une lame du patin et de la glace génère forcément des frottements, qui génèrent de la chaleur. Selon les partisans des frottements, cette chaleur suffit à faire fondre une bande continue de glace en eau lorsque le patin ou le ski glisse sur la glace. Bonjour Kenza, Bonjour Thomas. comment ça va? Merci bien et toi? Ça va. Kenza, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y. C'est pourquoi un œuf à la coque cuit-il plus vite à Paris qu'à Mexico? Quand elle bout, l'eau de Paris est un peu plus chaude que celle de Mexico. Et de plus en plus chaude, de l'eau un peu plus chaude cuit un œuf un peu plus vite. Oui, mais pourquoi l'eau de Paris est-elle plus chaude à Paris qu'à Mexico? C'est l'altitude. Les casseroles de Mexique sont en moyenne de plus élevées de 1200 mètres que celles de Paris. Or, plus l'altitude est élevée et plus la température à laquelle l'eau bout est faible. D'accord. Et à combien bout l'eau à Paris et à Mexico? En effet, l'eau de Paris bout à 100 degrés qu'à Mexico, elle bout dès 93 degrés. Mais un œuf à la coque a besoin de plus de 3 minutes pour cuire dans la capitale mexicaine. D'accord, merci Kenza pour ces explications et à une prochaine fois. Il n'y a pas de quoi Thomas et n'hésite surtout pas à poser d'autres questions. Bonjour Thibaut. Bonjour Quentin. J'ai une question pour vous. Pourquoi on voit à travers l'air? Tout d'abord, il faut savoir que les molécules d'air sont éloignées les unes des autres. Alors, on regarde à travers quoi? En fait, nous regardons à travers le vide. Ah d'accord. Mais en fait, l'air est constitué de quoi? C'est très simple. L'air est constitué de 99% de molécules d'azote et d'oxygène, qui sont d'à peu près la même taille. Et pourrait-on voir ces molécules? Non, même pas avec un microscope. Pourquoi donc? Car elles sont 1000 fois plus petites que ce que l'on peut observer avec cet appareil. Et la lumière traverse-t-elle l'air? Parfaitement. Il y a un espace vide entre les molécules, ce qui permet de laisser passer la lumière à travers l'air pour parvenir d'un objet à nos yeux. C'est la définition de la transparence. Alors, pourquoi voit-on l'air dans les lieux pollués? Car la fumée et les brouillards chimiques deviennent si épais qu'ils absorbent tout un ensemble de longueurs d'onde. L'air devient en général moins transparente. D'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Une dernière chose. Nous avons de la chance que l'air soit transparent, mais il n'y est plus aussi transparent qu'il était. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien. L'autre jour, devant chez moi, il y avait du verglas, alors j'ai mis du sel et la glace a fondu. Et je me suis demandé comment le sel peut-il faire pour faire fondre la glace. Contrairement à ce que tout le monde dit, la glace ne fond pas mais se dissout et le sel, lui, dissout la glace. Il se trouve que les atomes de sodium et de chlorure qui constituent le chlorure de sodium ou sel ont une grande affinité pour les molécules d'eau. Quand un cristal de sel atterrit à la surface de la glace, les atomes de sodium et de chlorure de sel tirent quelques molécules d'eau de la surface. Ensuite, ils se dissolvent dans l'eau. Une petite mare d'eau salée se forme autour du cristal. Et qu'est-ce que cette eau salée devient? Est-ce qu'elle recongèle? Non, l'eau salée se transforme en soupe, et pas en glace dure car les atomes de sodium et de chlorure qui sont maintenant dissous dans l'eau salée continuent à grignoter la surface de la glace. Merci pour cette explication. De rien. Dis François, pourquoi on conduit à gauche dans certains pays et à droite dans d'autres? C'est simple, c'est parce qu'à l'époque, les gens combattaient avec des épées et des chevaux.
Et alors? Et alors, quand on est droitier, on accroche notre épée sur notre gauche pour la dégainer avec notre main droite. Et donc maintenant on n'a plus d'épée et on conduit avec des voitures, pas des chevaux. Justement, j'arrive. Quand on tire notre épée avec la main droite, il est plus facile d'attaquer sur notre droite. Donc nous devions être sur la gauche de la route pour pouvoir attaquer les ennemis qui arrivaient sur notre droite. Et maintenant, en France, on conduit bien à droite. C'est parce qu'avec l'arrivée des armes modernes, nous n'éprouvions plus besoin de conduire sur la gauche. Et donc, les règles de circulation ont changé en faveur des droitiers, qui trouvaient plus agréable de conduire à droite de la route. Cependant, certains pays sont toujours rattachés à cette tradition, exemple de l'Angleterre. Ah d'accord, merci François. De rien. Dis Marius, l'autre jour, j'ai été au marché, et en passant devant le poissonnier, ça sentait le poisson pas frais. Mais pourquoi le poisson sent-il ainsi? C'est vrai que c'est une question idiote, mais elle a plusieurs réponses intéressantes. En réalité, le poisson, il sent pas nécessairement. Quand il est pêché depuis quelques heures, il n'a quasiment aucune odeur. C'est juste quand il commence à se décomposer qu'il prend cette mauvaise odeur de poisson. Mais d'où vient cette odeur de poisson? Très bonne question Grégoire. L'odeur du poisson vient des différents produits de cette décomposition, en particulier de l'ammoniac, de différents composés sulfurés et de l'amine. Et notre odorat est extrêmement sensible à tous ces produits. Le problème, c'est que le poisson se décompose plus rapidement que les autres viandes. Mais pourquoi elle se décompose plus vite? C'est parce que ses muscles sont constitués de protéines différentes. En plus, les poissons mangent d'autres poissons plus petits, donc ils sont équipés d'enzymes très efficaces, et quand le poisson est pêché, elles s'attaquent à la chair du poisson. Et les bactéries de décomposition du poisson sont plus efficaces à la surface terrestre, car elles sont conçues pour opérer dans l'eau froide. Et enfin, le poisson contient plus de graisses insaturées. Celles-ci s'oxydent plus rapidement et cela transforme les graisses en acides organiques à l'odeur nauséabonde. D'accord, je comprends maintenant pourquoi le poisson a une telle odeur. Donc un conseil, si tu rentres dans un restaurant de fruits de mer qui sent trop le poisson, pars immédiatement en quête de hamburger le plus proche. Valentin, en fait, il y a une question que je me pose depuis que je suis petit, c'est est-ce qu'avec un aimant on pourrait soulever des épinards? Non, il ne faut peut-être pas exagérer, mais si l'épinard était dans une boîte métallique, ça marcherait. Mais pourquoi ça marche pas avec les épinards? Parce qu'on dit qu'ils contiennent du fer, non? Oui, mais dans les épinards, ce n'est pas des petits morceaux de métal, mais ils se trouvent sous forme de composés chimiques complexes qui ne sont pas magnétiques. Mais pourquoi on pense que les épinards sont riches en fer alors? Ça, c'est à cause du dessin animé Popeye, qui montre au monde entier qu'un mélange de vertus d'épinards et de simplicité d'esprit finit toujours par triompher. Mais pourquoi les épinards? C'est vrai, les épinards n'ont rien d'exceptionnel. Par exemple, les hamburgers ont la même quantité de fer qu'un poids équivalent d'épinards. Comment se fait-il que les épinards rendent Popeye fort et que les hamburgers n'aient pas le même effet sur nous? Popeye a seulement aidé les mamans du monde entier à faire manger des épinards à leurs enfants, en disant toujours « Tu ne veux pas devenir grand et fort comme Popeye ?» Mais que dire de la force légendaire de Popeye? Et pourquoi ne mangeait-il pas des courges ou des navets? Et comment son créateur a choisi que ce seraient des épinards qui donneraient sa force? Des épinards à cause de son fer légendaire. Mais par exemple, une personne en manque de fer dans le sang sont souvent pas les faibles. Bien sûr, ça ne veut pas dire que manger plus de fer vous rendra plus fort. Mais Guillaume, depuis quand un personnage de dessin animé s'est-il soucié de la logique? Ah oui, très bonne remarque Valentin. Allez, à la prochaine pour de nouvelles questions. Dis Alexandre, où fait-il le plus froid, au pôle Nord ou au pôle Sud? Au pôle Sud, la température moyenne est d'environ moins 49 degrés Celsius, alors qu'au pôle Nord, elle est de moins 29 degrés. Oui, mais pourquoi fait-il plus chaud au pôle Nord? Tu vois, Maud, l'Antarctique est en fait un continent où la glace et la neige reposent sur une immense terre, alors que la petite étendue de glace de l'Arctique flotte sur l'océan Atlantique. Donc il fait plus froid au pôle Sud? Oui, effectivement, le pôle Sud lui-même se trouve à une altitude de 3700 mètres. Il fait toujours plus froid en altitude. De plus, l'eau ne chauffe ni se refroidit aussi vite que le sol, ce qui empêche la température au pôle Nord d'atteindre des valeurs très froides. Donc, il fait beaucoup plus chaud au pôle Nord qu'au pôle Sud. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Maud? Oui.